Ok, normalement, dans ce cours-là, structure de l'ADN et du chromosome, il y a trois grandes notions. Si vous les avez captées bien, tout le reste, ça va être simple. C'est que des détails, des trucs un peu, on va dire, chiants à apprendre, mais ça va être simple, normalement. Ces trois notions, c'est quoi? C'est l'ADN, le chromosome et la chromatine. En fait, ces trois-là, faut les voir comme si elles avaient des liens entre eux. Faut pas les apprendre bêtement par cœur comme ça. L'ADN, c'est tout ce qui contient l'information nécessaire à la synthèse de toutes les protéines, comme je l'ai écrit là. C'est le fil principal du cours. C'est l'ADN. Et le chromosome et la chromatine, c'est deux états différents. Le chromosome, c'est l'état de l'ADN quand il est condensé, donc pendant la mitose. Et la chromatine, c'est l'état de l'ADN lorsqu'il est décondensé pendant l'interphase. C'est vraiment ça qu'il faut capter. C'est un état d'ADN. Et pour vous expliquer un peu plus qu'est-ce que je veux dire par condensé, décondensé, là, normalement, vous avez un petit schéma que je vous ai mis où est détaillé l'ADN, la chromatine et le chromosome. Vous voyez que là, l'ADN, il est grand, il n'est pas trop condensé. On condense un tout petit peu, on retrouve la chromatine, puis bien condensé, bien compacté, on retrouve le chromosome. Là, je vous affiche le sommaire, mais le but de mon cours, de mon diapo et de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est juste de vous simplifier les informations. Vraiment, avant même de m'écouter tout ça, normalement, vous devrez vraiment travailler sur la fiche de cours parce que c'est celle-ci qui va être servie de support pour créer vos QCM. Et de manière générale, dans l'année, ça va être comme ça. Plus le support il vient du professeur, plus il est authentique, plus il va être à même de tomber et les informations seront très importantes. En plus de ça, dans la section récapitulative que je vous ai mis à la fin, il y aura deux tableaux qui vous énumèrent toutes les définitions importantes de tous les termes qui se ressemblent, par exemple chromatine et chromosome. Donc pour pouvoir vous aider à les différencier et pas tomber dans des pièges qui peuvent tomber en QCM. Et également, vous aurez un petit tableau qui explique un peu mieux un schéma qu'on va voir dans le cours qui est très important, mais vous allez voir. Du coup, là, on commence avec la première grande partie de notre cours. On va parler de l'ADN. Comme je vous ai dit, l'ADN, c'est ce qui contient les informations permettant de créer, de générer des protéines. Et c'est l'ADN qui va être soumis à différents états. Donc pour devenir soit un chromosome quand il est très compacté et condensé, ou alors une chromatine quand il est un peu compacté. Mais gardez bien en tête que l'ADN tout seul n'existe pas dans une cellule. C'est soit chromosome, soit chromatine. Juste là, l'intérêt de cette partie-là, c'est de vous expliquer l'ADN en général, qu'est-ce que c'est. Et pour vous expliquer encore mieux, j'ai divisé ça en trois petites sous-parties. On va parler de la structure de l'ADN, ensuite de comment est-ce que l'ADN se compacte, et enfin des degrés de différenciation dans la compactation justement. Parce que si vous avez bien suivi, la seule différence entre chromosome et chromatine, c'est la compactation. Chromatine, c'est un peu compacté, tandis que chromosome, c'est très compacté. En général, on peut dire que l'ADN, il a deux caractéristiques. Il est hélicoïdal et antiparallèle. Hélicoïdal, ça veut juste dire que la structure, elle tourne sur soi-même, comme vous voyez là, l'ADN. Et antiparallèle, c'est un peu compliqué, il faut suivre. Là, vous voyez bien que l'ADN, il a deux brins. On est d'accord. Bah, prenez le brin de gauche, celui le plus à gauche. Et bah, son début, ça va être la fin de celui de droite. De toute manière, si vous zoomez bien, là, je vous ai mis un petit dessin que j'ai fait moi-même. Et on voit bien le début et la fin. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est antiparallèle. Sinon, les deux flèches seraient du même côté, alors que là, elles sont à l'opposé. De toute manière, ça va pas être trop important. Juste apprenez que c'est antiparallèle. Au moins, vous comprendrez pourquoi. Et de toute façon, ça, c'est une notion qui va être vue en biochimie normalement. Et vous aurez tout le temps de la comprendre au fur et à mesure de l'année. Mais c'est assez simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire en détail sur l'ADN? L'ADN, il est dit polymère de nucléotides. Polymère, ça veut dire plusieurs structures. Et nucléotides. Donc, en gros, si vous comprenez bien, l'ADN, il est composé juste de plusieurs nucléotides qui s'embriquent les uns avec les autres. Maintenant, un nucléotide seulement. Un seul. Il est composé de groupements phosphates, de sucre pentose et de base azotée. Encore une fois, là-haut, à droite, je vous ai mis le petit schéma où vous voyez bien ces trois structures qui sont claires et nettes. Et attention, il y a un grand piège en QCM, c'est celui des nucléotides et des nucléosides. Par exemple, si je vous dis l'ADN est un nucléoside, et bah c'est faux. C'est un nucléotide. Pourquoi? La différence est un peu subtile, c'est parce qu'entre nucléotide et nucléoside, il y a un groupement phosphate. Ça veut dire qu'on appelle nucléotide les structures qui sont composées de bases azotées, de sucre et de groupements phosphates, et nucléosides, les structures qui sont composées de sucre et de bases azotées seulement. D'accord? Et dans le schéma juste en bas, là, en dessous, on voit les différents types de nucléosides, donc monophosphate avec un seul phosphate, diphosphate avec deux phosphates, et triphosphate avec trois phosphates. Juste, il faut bien comprendre la différence entre nucléotide et nucléoside parce que je ne sais pas si dans le tutoriel vous faire des pièges comme ça. Normalement, il me semble que non.
Mais au cours de l'année, quand vous ferez les annales des professeurs, ils font souvent ce petit piège-là de dire ouais, l'ADN c'est un nucléoside, alors que pas du tout, c'est une nucléotide. Après, vous avez différentes valeurs, c'est des valeurs à par cœur, ça, je peux pas trop vous expliquer. C'est des notions, c'est des chiffres qu'on doit apprendre par cœur. Attention, hein, parce que là, c'est écrit 3,4 nanomètres. Si vous dites 3,4, je sais pas moi, millimètres, c'est faux, c'est nanomètres. Et vous voyez les pièges comme ça, il y en a à foison cette année-là. Là, c'est mignon hein, comparé à ce qui va arriver quand vous allez travailler les cours du S1, du S2. Donc vraiment, prenez l'habitude dès maintenant, quand vous voyez une valeur comme ça, vous apprenez les chiffres et la longueur qui vient après, nanomètres, ou alors kilomètres ou décamètres, ou je sais pas, mais apprenez les deux bien, bien, bien distinctement. Et aussi, du coup, pas d'une hélice, c'est juste la longueur qu'il faut pour que le motif de l'hélice se répète. Donc là, vous voyez, hein, c'est une structure qui se répète en boucle et en boucle. Il y a toujours un peu cette succession de vagues, et bah, c'est juste le pas qui vient décrire la longueur pour que ce motif, justement, se répète. Et du coup, comme je vous ai dit, l'ADN est composé de plusieurs nucléotides, eux-mêmes composés de groupes en phosphate, de bases et de sucres. Et les bases, il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a quatre. L'adénine et la guanine, qui forment la famille des purines, et la thymine et la cytosine, qui eux forment la famille des pyrimidines. Là, plutôt que apprendre ça par cœur comme si c'était l'oral de français ou quoi, créer vite fait un petit moyen mémotechnique, comme moi j'avais fait. Par exemple, moi j'avais agua, A pour adénine, G pour guanine, et U parce que dans purine il y a un U, dans pyrimidine il n'y en a pas. Donc directement quand j'avais un QCM qui me disait, enfin un item plutôt, qui me disait l'adénine est une base à caractère pyrimidique par exemple, et ben je savais que c'était faux. Parce que je faisais mon petit moyen mémotechnique, agua, hop, je voyais qu'il n'y avait pas de U dans pyrimidine, je savais directement que c'était faux, basta, et je passais à la question suivante. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, il faut que vous travaillez le plus possible votre efficacité. Comme ça, les petits trucs comme ça, des familles, de caractéristiques, bon, ça va pas trop vous casser la tête et ça va rentrer beaucoup plus facilement que si vous apprenez par cœur comme si c'était une poésie ou quoi. Maintenant, on en a fini avec la structure de l'ADN en général. On va parler de comment est-ce que l'ADN il se compacte. Comme je vous ai dit plusieurs fois auparavant, l'ADN, il est jamais seul. Il est toujours compacté, il fait toujours partie d'une structure qui s'appelle le nucléosome. Le nucléosome, il est composé du coup d'ADN et d'une protéine qui s'appelle l'histone. Et c'est cette protéine-là qui va venir compacter soit un petit peu, soit beaucoup l'ADN justement. Mais du coup, cette protéine, l'histone, elle a deux rôles. Et ces deux rôles, ils sont importants parce que c'est ces rôles-là qui vont, comment dire, gérer le niveau de compactation de l'ADN. Vous avez capté? Tout d'abord, on a l'histone intranucléosomique. Celle-là, elle est toujours présente. Peu importe l'ADN s'il est compacté un tout petit peu ou beaucoup. Son rôle, c'est juste de former du coup un nucléosome. D'accord? Donc, complexe ADN plus histone. Et ce nucléosome, il se forme grâce à la polarité, donc aux charges opposées qui s'attirent. L'ADN, lui, il a une charge électrique qui est dite négative et l'histone, une charge électrique qui est dite positive. Donc c'est normal, c'est comme des aimants. Si vous les placez du bon côté, les aimants, ils vont s'attirer beaucoup, comme l'histone du coup. Enfin, comme l'histone et l'ADN qui créent le nucléosome. Alors que si vous mettez deux charges négatives, par exemple, ils vont jamais s'attirer. C'est comme si vous mettez deux aimants, leur même face, et vous essayez de les rapprocher. Vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir. Voilà, c'est la même chose. Donc voilà un peu pour le lien ADN-histone. Maintenant, ce nucléosome-là qui est né de ce lien, du coup, il a une structure un peu particulière. On dit que c'est un octamère. Si vous voyez dans le schéma là, vous voyez qu'il y a 8 parties, d'accord? Et du coup là, cet octamère est composé du coup de 2H2A, 2H2B, 2H3 et 2H4. Donc 2 fois 4 ça fait 8. Et attention à vous, hein, parce que si on vous dit les histones intranucléosomiques sont composées de H2A, H2B, H1 et H3, c'est faux. Parce que là j'ai dit H1 et H1 c'est pas intranucléosomique, c'est extranucléosomique, comme on va le voir là tout de suite. Donc là, Dieu merci, les histones intranucléosomiques, ils ont créé le nucléosome. Maintenant, si on veut compacter encore plus, il faut que ces nucléosomes-là, on les relie ensemble. Et c'est là que H1 va avoir son intérêt, parce que c'est ce qui permet de relier les différents nucléosomes entre eux. Comme on voit là sur le schéma, vous voyez, un nucléosome qui est en bleu clair, il se fait relier avec un autre grâce à l'histone H1. Et c'est ça du coup qui va créer les différents degrés de compactation. Parce que l'histone intranucléosomique, celle qui crée un seul nucléosome, elle est vraie partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde où elle n'agit pas. Toujours l'ADN est compacté un nucléosome, toujours, d'accord? Mais on a dit qu'il y a différents degrés de compactation, comme on va voir juste après. Et ces différents degrés de compactation, ils sont gérés justement par la capacité des histones extranucléosomiques à du coup relier les différents nucléosomes entre eux. Du coup, si on veut un ADN qui est compacté un minimum possible, bah, du coup l'intranucléosomique va agir. Mais si on veut un ADN qui est compacté moyen fort, voire très très fort, et bah l'histone extranucléosomique va agir en fonction de ce qu'on veut. D'accord? On va juste faire un petit point juste avant de passer sur les différents degrés de compactation. On va juste parler des valeurs à par cœur
qu'il y a à apprendre du coup encore une fois. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit, hein, les valeurs, c'est chiffres plus la mesure qu'il y a après. D'accord? Donc là, le nombre d'acides aminés dans un histone, 100 à 200 acides aminés, pas protéines. Ça, c'est un piège que je m'en souviens, j'étais tombé dessus dans quelques cols d'histoire à l'ancienne. C'est 100 à 200 acides aminés, pas protéines. C'est fourbe, hein, mais c'est le jeu. D'accord? Masse d'un histone 10 à 15 kDa. D'accord? Pas kilomètres ou je sais pas quoi. Diamètre plus longueur plus nombre de molécules dans un histone. Du coup, là, vous avez dans le schéma, je n'ai pas eu besoin à le recopier. Donc 11 nanomètres de diamètre, 6 nanomètres de euh, longueur. Et du coup, je vous ai dit, c'est un octamère, donc 8 molécules dans un histone. Maintenant, on va passer au truc, au schéma le plus important possible. C'est celui-ci, ok? Pitchy, lui là, vous voyez lui, si vous ne l'apprenez pas par cœur, c'est très très bizarre pour vous cette année. C'est vraiment le schéma. Allez, on va dire que pendant cette année, peut-être allez, 60% de vos QCM, ça va tomber sur ce schéma, ok? Enfin, des QCM dans ce chapitre, hein, pas de l'ABCL en entier, pas du tout, mais juste sur ce chapitre-là, directement. Si vous avez des petites questions qui tombent sur ce chapitre-là, c'est sûr, allez, à 50, 60, 70%, il y aura des questions sur ce schéma-là directement. Donc apprenez tout, il y a tout. Que ce soit les valeurs 11 nanomètres, 30 nanomètres, etc. Ou alors les appellations fibres nucléosomiques, solénoïdes. Quand l'ADN il est actif, c'est quelle appellation? Quand il est non actif, c'est quelle appellation? Le niveau de compactation maximale, c'est en quelle phase? Du coup, là, on voit, c'est chromosome entier, c'est en métaphase. D'accord, donc tout. Apprenez tout, pitchy. Maintenant, ça y est. Il n'y a plus grand-chose à dire sur l'ADN. On va passer à la deuxième grande partie, enfin la troisième du coup de notre plan, celle des chromosomes. On va parler tout d'abord de la structure générale de ces derniers, et ensuite on va traiter de ce qu'on peut dire en détail sur les centromères et les télomères. On verra ce que c'est juste tout de suite. Déjà, premièrement, le chromosome, quelle est sa forme? On la connaît, elle est assez atypique. On la connaît depuis le lycée peut-être, même un peu avant, en SVT. C'est cette forme-là de X. Elle est composée de deux chromatides. Donc c'est les petits brins que l'on voit là, d'accord? Chromatides. Un étranglement également qui s'appelle centromère, qu'on appelle également construction primaire, ainsi que deux extrémités qu'on appelle télomères, également construction secondaire. Ok? On peut voir d'ailleurs que les deux brins forment du coup deux parties, les bras P et les bras Q. Bon, pour retenir un peu tout ça, ce que je faisais, c'était que pour les bras, déjà, bras P, P pour petit, et je vais éliminer directement Q, et je savais que c'était la partie la plus grosse, ok. Pour les étranglements, du coup centromère, ainsi que les extrémités télomères, je savais qu'il y avait deux extrémités, donc deux secondaires, hop, télomère, j'associais directement ça avec construction secondaire. Et directement après, par élimination, centromère, construction primaire. Vous comprenez le processus? En fait, il faut s'habituer. Là, je vous fais des exemples sur ce cours-là. Mais au fur et à mesure de l'année, il faut s'habituer à faire des petits jeux comme ça pour que votre lecture soit rapide. Vous comprenez plus simplement. Et comme ça, déjà, directement, tous les QCM un peu à par cœur, comme ça, vous savez y répondre directement. Vous comprenez? Maintenant, si on devait parler du nombre de chromosomes, on sait qu'il y a 23 paires de chromosomes, donc 46 au total. Ok? Dans ces 23 paires-là, il y a 22 qui sont autosomiques et une paire qui est sexuelle, donc celle qui définit si tu es un garçon ou une fille, donc XX ou XY. Maintenant, on en a fini, on va parler un peu plus en détail sur les centromères, d'accord? Donc, le centromère possède un locus chromosomique défini, ça veut juste dire qu'en gros, le centromère, il a une place définie, là on voit au milieu, ou alors comme on va avoir après, selon le type de chromosome, il est soit au milieu, soit un peu en dessous, soit à l'extrémité. Il est également composé de séquences d'ADN spécifiques, ça veut dire que dans le centromère, on va avoir de l'ADN qu'il n'y aura pas dans les télomères, ou alors dans les autres brins, d'accord? Donc vraiment spécifique. Et enfin, la chromatine, elle est de type hétérochromatine constitutive. Là, normalement, c'est un peu chinois pour vous, vous savez pas ça veut dire quoi, hétérochromatine constitutive. Mais quand on va, normalement, si vous êtes déjà là, vous savez à peu près, mais quand on va traiter la partie de la chromatine, donc juste après les chromosomes, vous allez comprendre à peu près, d'accord? Maintenant, on sait que le centromère, il a des caractéristiques spécifiques, mais il a également un rôle dans le type de chromosome. D'accord? Donc, selon sa position, on va appeler les chromosomes différemment. Tout d'abord, on a les chromosomes métacentriques. Méta, pourquoi? Milieu. Donc, le centromère, il est au milieu du chromosome, comme on voit dans la première image là, que je vous ai mis. On a également les submétacentriques. Subméta pour dire en dessous du milieu. Donc, comme dans la deuxième image. Enfin, acrocentrique pour dire extrémité. Donc, le centromère, il est à l'extrémité. Il se confond carrément avec les télomères. D'accord? Donc en fonction de la place du centromère, le chromosome est de type différent. Donc maintenant on a fini notre discours sur les centromères, on va passer aux télomères vite fait. J'ai dit que ça allait être très très rapide après l'ADN. Donc les télomères, ils ont des caractéristiques spécifiques à eux-mêmes. Donc comme avec les centromères.
Pour les télomères, ils ont une portion hautement répétitive non codante. Attention, pas codante, hein, non codante d'ADN. Donc en eux, ça se répète beaucoup et ça code pas. Ils ont également un rôle dans la protection de l'ADN contre les nucléases. C'est des enzymes qu'on va voir tout de suite. Donc les nucléases, ce sont des enzymes très importantes dans la mitose. Vous verrez pourquoi et comment. Juste là, dans ce cours, c'est pas trop utile de vous expliquer. Ça va juste vous rajouter des informations. C'est un peu chiant, d'accord? Juste c'est utile pendant la mitose, mais ça a un effet un peu cassant qui est de raccourcir l'ADN. Ça le raccourcit un tout petit peu, ok? Et du coup, pour contrebalancer cet effet-là de raccourcissement, on a ce qui s'appelle les télomérases. Télomérases, hein, pas télomères, télomérases. Les télomérases, c'est du coup des enzymes qui réparent de façon limitée les dégâts des nucléases. Et là, j'ai bien dit limité, j'ai pas dit 100%. Donc en gros, les nucléases, elles vont casser l'ADN, les télomérases vont peut-être récupérer 98 à 99% de l'ADN, ok? Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est limité? Parce que au fur et à mesure des divisions mitotiques, en vrai au début, on s'en fout, ça répare peut-être 99% de l'ADN au CAM, d'accord? Mais au fur et à mesure des mois, des années, il y aura vraiment un réel effet dans notre corps. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la vieillesse. Si toi, si moi, si vous, si on, en général, on vieillit, c'est à cause de ça justement. Parce que, allez, en 10 ans d'années, en 10 ans de vie, on voit pas trop d'effets sur notre corps. Mais moi, je vais prendre 40 ans, j'ai 18 ans. Je vais prendre 40 ans, je vais avoir 58 ans. Bah, je vais très très bien voir les effets de l'ADN sur mon corps, je vais avoir des rides, etc. D'accord? Donc tout ce processus-là, bah, ça vient juste de la complémentarité entre les nucléases et les télomérases. Donc ça vient vraiment de l'ADN là, dans le chromosome, ok? Maintenant, pour finir, on arrive à la dernière partie, celle de la chromatine. Bon, pour rappel, hein, attention, l'ADN contient l'information à la synthèse de toutes les protéines, d'accord? Le chromosome, c'est l'état de l'ADN lorsqu'il est condensé, donc compactation très forte à maximale, tandis que la chromatine, c'est l'état de l'ADN lorsqu'il est décondensé, d'accord? Donc compactation faible, à moyen, jusqu'à fort. Donc cette dite chromatine, elle a deux types. On a le chromatine et l'hétérochromatine. Le chromatine, elle est plutôt acétylée et hypométhylée, tandis que l'hétérochromatine, c'est l'inverse, elle est méthylée et hypoacétylée. Bon, vous n'avez pas fait encore beaucoup de chimie, surtout à la PR, mais si vous apprenez ça par cœur, c'est mieux pour vous, en vrai de vrai, sinon vous allez vous casser la tête, d'accord? Donc, euchromatine acétylée et hypométhylée. Ça veut dire donc que pour l'euchromatine, la compactation, elle est faible, donc ça a une couleur un peu claire au microscope, et que son expression, elle est vraiment très très forte, d'accord? Tandis que l'hétérochromatine, elle, vu que c'est méthylé et hypoacétylé, la compactation, pardon, elle est moyenne, voire très forte, d'accord? Donc, quand elle est forte, elle est donc riche en histone H1. Souvenez-vous, les nucléosomes, tout chromatine comme hétérochromatine, chromosome comme chromatine, tout le monde est compacté au nucléosome. Juste ce qui va différencier la compactation, encore une fois, c'est la capacité à relier les nucléosomes entre eux, donc l'extranucléosomique. Ok? Donc si il y a une compactation qui est moyenne, voire forte, ça veut dire qu'elle est riche en histone H1, d'accord? Donc sombre au microscope. Du coup, si c'est compacté beaucoup et que c'est sombre, l'expression, elle est vraiment minime dans certaines cellules, pardon, voire pas du tout existante dans d'autres. Ça, c'est deux cas différents. On va voir juste après les cas de l'hétérochromatine constitutive et facultative. Mais juste, quand vous avez des caractéristiques comme ça, dans le cours, je sais que c'est écrit point par point, d'accord? Il n'y a pas vraiment de lien entre les, les caractéristiques, entre les notions, d'accord? Mais pour que ça rentre plus simplement dans votre tête, faites des liens. Si vous avez juste à apprendre des tirés comme ça, sans faire de lien, ça va sortir de votre tête directement. Alors que si vous comprenez que acétylé, ça veut dire que la compactation, elle est minimale. Donc l'expression, elle est plus, d'accord? Tandis que méthylé, c'est une compactation qui est vraiment très forte, donc elle est riche en histone H1. Bref, vous faites des liens comme ça, tout va rentrer dans votre tête très facilement, d'accord? Sans avoir même à apprendre par cœur. Vous allez juste faire des liens logiques et vous n'allez pas vous embêter. Maintenant qu'on en a fini avec le chromatine et l'hétérochromatine, il faut maintenant qu'on parle des deux types d'hétérochromatine. Donc, comme ce que j'ai dit précédemment, il y a l'hétérochromatine qui est constitutive et celle qui est facultative. Donc, constitutive, c'est un peu la même notion que permanent. Donc, c'est comme si je me disais que l'hétérochromatine était permanente, ça veut dire qu'elle est tout le temps compactée. Si elle est tout le temps compactée, ça veut dire que l'ADN ne transcrit jamais, on est d'accord. Donc, s'il ne transcrit jamais, il n'y a pas d'utilité à avoir deux gènes. Donc, c'est comme ça que j'apprenais, du coup, que ça ne transcrivait jamais et qu'il n'y avait pas de gène chez l'homme, dans l'hétérochromatine constitutive. On est d'accord. Et également, ça, j'arrivais pas trop à le caler, mais j'apprenais du coup que l'hétérochromatine constitutive contenait de l'ADN satellite. Donc, c'est une séquence courte répétée en tandem un grand nombre de fois. Et vous aurez l'occasion de voir l'ADN satellite plusieurs fois, notamment dans les cours de biochimie. Mais voilà, ça, c'est un peu. Dans notre cours actuellement, il est un peu survolé. Maintenant, il faudrait on raisonne pareil pour l'hétérochromatine facultative. Facultative, je me disais qu'en gros,
pas souvent il était sous forme d'hétérochromatisme constitutif. Donc, que l'ADN il peut être transcrit dans certains types cellulaires. Donc, qu'il se décompacte quand c'est le cas. Vous comprenez ou pas? Moi, je voyais ça un peu. Si on devait faire un parallèle, je dirais que l'hétérochromatisme constitutive, c'est comme quelqu'un qui dort, et la facultative, c'est quelqu'un qui se réveille vite fait, après elle redort. D'accord? C'est la même chose. Quand elle dort, elle construit jamais. Quand elle se réveille, là, elle construit. Donc c'est comme ça que je raisonnais après pour que ça puisse entrer dans ma tête. Maintenant, on va faire la dernière petite partie, c'est des facteurs qui aident à la compactation. Comme je vous ai dit, le chromosome, lui, pour être compacté à fond, à fond, à fond, il utilise des histones intranucléosomiques qui sont partout, enfin qui sont présents partout, donc dans la chromatine, etc. Et les facteurs histones extranucléosomiques qui, eux, compactent les histones qui les lient entre eux, d'accord? Donc ça, c'est normal. Pour avoir une compaction le plus maximale possible, il faut obligatoirement avoir les deux types d'histones. Sauf que la chromatine, elle n'a pas le deuxième type, qui est l'extranucléosomique, comme je vous l'ai dit précédemment, d'accord? Mais du coup, pour aider à compacter quand même, un minimum, la chromatine aura affaire à des aides à la compaction. Donc les chaperones et les facteurs CAF1. Et là, j'en ai fait une petite partie, mais c'est intéressant de voir que là, la chaperonne et le facteur CAF1, en vrai, c'est source de QCM++. Parce que, imaginons moi, je suis un peu faux, mais je vous dis, voilà, la chaperonne est une molécule basique d'histone. Bah, c'est faux. D'accord? C'est acide histone. Et comment j'apprenais ça? Parce que histone, comme on a vu précédemment, c'est chargé positivement. Et l'acide, c'est quoi? C'est H+, en chimie, d'accord? Donc H+, plus positif. Ok? Facteur CAF1 interagit avec histone H3 et H4. C'est histone H3 et H4, pas H2 ou H1. D'accord? Si vous dites H2 ou H1, s'il faut rentrer une seule de ces deux histones-là, c'est faux directement. C'est H3 et H4, d'accord? Également, il y a une autre source de piège je ne l'ai pas cité tout à l'heure, j'ai oublié. C'est ici, acétyl et hypométhyl, d'accord? Si en QCM, ils vous disent le chromatine est une chromatine qui n'a pas de méthyle, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que là, c'est pas écrit pas de méthyle, c'est écrit hypométhylé. Hypo, ça veut dire faiblement, d'accord? C'est un peu vicieux, c'est sournois, mais c'est le jeu encore une fois. Hypométhylé, donc très peu de méthyle, mais il y en a toujours. Donc faites attention. Et pareil pour hypoacétylé aussi. Bah, du coup, là, en vrai, on a fini d'expliquer tout, hein. Là, vous savez à peu près tout. J'ai juste fait un petit récapitulatif, là. J'ai fait un petit tableau donc, qui reprend le schéma très important que je vous ai dit tout à l'heure et qui le met sous forme de tableau avec des explications en plus. Donc voilà, screenez, prenez le temps de lire, etc. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas sur Discord. Je pense que les gens ils seront avides de vous répondre. De toute façon, c'est comme ça chaque année, hein. Les gens ils aiment bien répondre. Là, ce sera pareil. Donc voilà, j'espère que vous aurez très peu de questions et que j'ai bien expliqué ça. Et aussi, pour terminer, j'ai fait aussi un petit tableau qui récapitule toutes les définitions des termes qui se ressemblent beaucoup. Regardez, chromatine, chromatide, chromosome, la nucléoside, nucléotide, nucléosome, nucléase. Bref, tout ce qui se ressemble un peu et qui est susceptible de se faire tromper parce qu'on va trop vite et on ne lit pas assez. Bah, du coup, là, j'ai tout récapitulé pour que ce soit plus simple pour vous. J'espère que vous l'utiliserez. Et puis voilà, en vrai de vrai, j'ai fini. Si vous avez bien remarqué, normalement, chaque partie du cours, j'ai fait en sorte que ce soit des questions. C'est-à-dire, si vous voulez vous entraîner, parce que je crois que vous n'avez pas trop d'anal pour vous entraîner, bah, essayez de répondre aux questions du plan que j'ai mis, sans regarder le diaporama. Essayez de répondre tout seul. Ça, vous allez rater hein, au début, c'est sûr certain. Vous allez rien sortir de vos têtes. Mais c'est à force de s'entraîner comme ça à répondre aux questions du plan que les notions vont rentrer très vite dans la tête. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous souhaite bonne révision, bon courage pour la PR et pour l'année en général.